Rebonjour en fait à vous tous. Je suis encore une fois super excitée et je replonge rapidement aujourd'hui parce qu'on est dans la partie 2 de 3 avec Claudine Thibodeau qui est responsable du soutien clinique et de la formation à SOS Violence conjugale. Allô Claudine. Bonjour. On a décidé la dernière fois, en fait, de s'arrêter parce que on a eu une bonne discussion, mais on ne pouvait pas arrêter ça là. Il nous restait des choses à dire et il en resterait encore. On va s'en tenir à le thème d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, il y aura aussi un autre thème encore avec Claudine. Et pourquoi, en fait, je fais 3 épisodes sur le thème de la violence conjugale, de la violence familiale, ben, c'est parce qu'on n'en parle pas assez. C'est parce qu'il faut qu'on en parle encore. On a beaucoup de choses à dire. Et il y a encore des choses qui popent dans les médias, il y a encore des choses qui arrivent. Et plus on va être informé, plus on va comprendre, plus on va être en mesure de pouvoir faire en sorte que, bon, ça c'est mon utopie à moi, mais qu'on puisse vivre dans des relations qui vont être égalitaires. Bon, ceci étant dit, c'est mon intro. C'est un bel objectif. Nous autres aussi, à SOS, c'est ça notre objectif. Nous, on travaille pour avoir plus de job un jour. C'est bon, ça. J'aime ça. Écoute, C'est on m'a rappelé récemment que quand ils ont ouvert les premières maisons d'hébergement dans les années 70, les femmes qui ont œuvré à ça se disaient on va les fermer à l'an 2000. Malheureusement, Ah, on ne sait pas, tu sais, ça ne s'est pas rendu aussi rapidement qu'elles avaient espéré, mais je pense qu'éventuellement, oui, l'objectif, c'est de fermer les maisons, fermer SOS parce qu'on n'en a plus besoin. Mais pour ce serait l'instant, vraiment fabuleux. On va se le souhaiter, effectivement. Claudine, le sujet que j'avais envie qu'on aborde aujourd'hui, en fait, c'est la parentalité en contexte de violence conjugale. C'est un gros sujet, c'est un gros thème. Comment j'ai envie peut-être de l'aborder, c'est que en 2 temps, pendant qu'on est encore en couple et qu'on réfléchit à peut-être se séparer et qu'on vit dans cette situation-là, et dans un deuxième temps, lorsqu'on est dans le post-séparation. ouais. Quand on est encore en couple, parfois, dans le fond, ce que je vais observer, des fois moi-même dans ma clinique ou, tu sais, comme des fois dans ce qu'on va entendre, c'est la crainte, hein, dans le fond, de la victime de signaler ou d'aller chercher de l'aide, d'aviser les autorités ou quoi que ce soit, parce que elles vont dire, oui, mais c'est un bon papa, tu sais, il est pas tout le temps comme ça. Cette crainte, hein, dans le fond, de briser la famille, d'atteindre quelque chose. Donc, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Ben, en premier, il faut situer c'est quoi la différence dans une famille quand il y a des enfants, quand il n'y a pas de violence conjugale, puis quand il y en a. Quand il n'y a pas de violence conjugale, donc on a une relation égalitaire, papa-maman ou maman-maman ou papa-papa, dans une relation où les deux se reconnaissent une égale valeur. On n'est pas pareil, on ne fait pas exactement la même chose, on se partage les responsabilités, mais on est toujours ouvert à l'influence de l'autre. Hmm. Et on est ouvert aussi à remettre en question nos idées quand l'autre nous amène une autre information. Puis quand les décisions, c'est des décisions qu'on a à prendre en commun, bien, on les prend réellement ensemble dans le respect, même quand on n'est pas d'accord, même quand il peut y avoir un conflit, on reste dans le respect. Donc, c'est ça une relation qui est égalitaire. Les enfants dans cette famille-là, évidemment, c'est un sujet où les deux parents se partagent la responsabilité des enfants. Donc, toutes les décisions liées aux enfants, c'est des décisions qui regardent les deux de façon égalitaire. Donc, dans cette famille-là, on a les parents égalitaires. Les enfants, dans les rapports de pouvoir dans la famille, ils sont ici. Ils sont en dessous. Ils sont en dessous. C'est là que l'enfant est en sécurité. Il est sous l'autorité des deux parents. C'est un rapport inégal, hein, quand on est en autorité avec un enfant, c'est un rapport de pouvoir obligatoire, hein, parce que si on n'exerce pas de pouvoir sur cet enfant-là, si on ne contrôle pas ce qu'il va faire, si on ne contrôle pas son environnement, bien, il peut mourir. Hein. Donc, Mhm. quand ils sont tout petits, on contrôle tout de l'environnement de l'enfant. Puis plus il vieillit, plus lui, nous on est là, lui, il va monter dans le rapport de pouvoir. Il va gagner du pouvoir sur sa vie. Mhm. Et Parce ça que ne veut pas dire que
quand on parle de pouvoir, justement, ça ne veut pas dire que le parent, dans le fond, est plus important que son enfant. Ce qu'on a déjà pensé potentiellement dans le passé, jadis, où est-ce qu'on avait l'impression que les enfants étaient comme des demi-humains ou qu'il n'y avait pas vraiment des émotions, mais alors que maintenant, le rapport de pouvoir dont tu parles, c'est un rapport de pouvoir dans le sens de fais-moi confiance, je sais qu'est-ce qui est bon pour toi, n'est-ce pas? C'est un rapport d'autorité. Exact. Mais c'est Sain. nécessaire. Tu sais, qu'est-ce qui arriverait si on donnait à un bébé naissant 100% du pouvoir sur sa vie? Il meurt On en va quelques heures. Tu sais, il est absolument incapable de prendre le pouvoir sur sa vie pour être en sécurité. Donc, les parents doivent prendre tout le pouvoir sur l'enfant. On prend tellement de pouvoir qu'on couche nos enfants dans des cages. Hein? Une bassinette, là, essentiellement, c'est une cage, là. Si nos enfants savaient grimper, il y aurait un toit là-dessus, là. D'ailleurs, il y a un temps où tu n'as pas le choix de faire une transition, même si ça ne te tente pas, parce que ça devient Mais dangereux. c'est ça. Puis, tu sais, on les attache dans des chaises. Tu sais, c'est des comportements qu'on pourrait nommer. Mettons qu'on imagine qu'on fait ça à un enfant de 10 ans. Ça serait super violent Oui, vraiment. de l'attacher partout. Puis, mais c'est parce qu'à 10 ans, il n'y a plus besoin de cette autorité-là. Là, ça devient violent. Mais un bébé naissant, un bébé ou un enfant de 2 ans, bien, on va avoir des comportements où on va l'obliger à faire certaines choses, à s'habiller d'une certaine façon, par exemple. Quand il fait froid, on va l'obliger à mettre sa tuque, mettre ses mitaines, mettre son habit de neige. Tu sais, donc, plus un enfant vieillit, plus sous l'autorité des parents, il va gagner du pouvoir. Puis le rôle des parents, c'est d'exercer juste le bon contrôle. Pas trop, puis pas assez. Parce qu'un enfant qu'on n'encadre pas assez, parce que c'est ça encadrer, hein? C'est le garder à la bonne place, là. Exact. Et si on ne l'encadre pas assez, ben, il n'est pas en sécurité physique ou émotive, mais il n'est pas en sécurité. Tu sais, puis les enfants rois, si on met cette problématique-là là-dedans, eux sont assis en haut, là, C'est au-dessus ça. des parents, mais ils ne sont pas en sécurité émotionnelle, pas en tout. Ils ne savent Non. pas comment gérer ce pouvoir-là. Ça va mal finir cette histoire-là. Mais à la base, quand on parle des rapports égalitaires, on a des parents dans un rapport égalitaire, les enfants sont en dessous, puis graduellement gagnent du pouvoir. Puis quand ils deviennent adultes, ben, ils sont dans un rapport égalitaire avec leurs parents. Il n'y a plus de rapport d'autorité. Quand il y a de la violence conjugale maintenant, on a un parent ici, un parent ici. Un parent ici qui exerce du pouvoir indu sur l'autre, qui impose ses opinions, qui impose ses décisions, qui va ridiculiser, qui va s'organiser pour que le parent ici se remette en question constamment, marche sur des œufs constamment. Et le parent ici, il est affecté par ça. Il souffre, il est dans la confusion, il va pas bien émotionnellement. Donc, on est dans un rapport de pouvoir où il y a des comportements violents pour maintenir ça. C'est ça le but de la violence, c'est de maintenir ce rapport-là. Exact. L'enfant là-dedans, théoriquement, il serait en dessous des deux, théoriquement. Mais mettons qu'on prend ce rapport de pouvoir-là, qu'on l'amène dans une cour d'école, puis qu'on se dit, ça, c'est l'enfant populaire, un peu tyrannique, là, puis ça, c'est l'enfant rejeté. Là. Le nouvel enfant qui arrive dans la cour d'école, est-ce qu'il est à l'aise d'être sous l'autorité de l'enfant rejeté? Jamais de la vie. C'est dangereux être sous l'autorité de la victime. Pas à cause de la victime, à cause de l'agresseur. Donc, les Exact. enfants, dans une situation de violence conjugale, ils vont se déplacer. C'est un sauve qui peut. Ils vont se déplacer, soit ils vont se ramasser égal avec la victime en dessous de Exact. l'agresseur, ou ils peuvent même se ramasser au-dessus de la victime, mais en dessous de l'agresseur. Exact. Des fois, ils vont nous donner même l'impression d'être en alliance avec l'agresseur, mais c'est une façon de se protéger eux-mêmes. Parce que s'il est en alliance avec la victime, ben, il peut être en danger lui-même. Exactement. De C'est un mécanisme de défense tellement. Tu ça. l'expliques tellement bien, Claudine, Un sauf qui j'adore. peut. Mais ce que ça donne, ça donne un enfant qui n'est pas sous l'autorité de la victime. Fait que quand Non, tu évidemment. essaies de l'encadrer, Ça marche pas. ça ne marche pas. Mais quand l'agresseur essaie de l'encadrer, même qu'il soit bon ou pas, là, qu'il utilise les pires stratégies d'encadrement, ça va marcher parce qu'il est en haut dans le rapport de pouvoir. Elle, si elle Mais c'est utilise parce les qu'il règne meilleurs, dans la peur, dans le fond. c'est ça, Tu sais, c'est ça, mais il n'est pas dans un libre arbitre là, où est-ce qu'il fait des choix éclairés. Là. Il fait de exactement, façon influencée par la peur. exactement. Puis elle, la victime, elle a beau utiliser les meilleures stratégies d'encadrement au monde, ça ne marchera pas. Parce que la raison, c'est pas qu'elle n'a pas des bonnes stratégies, c'est que l'enfant, il ne peut pas l'accepter. C'est Puis ça. c'est dur à vivre sur les victimes, ça. Puis ça fait beaucoup partie de ce que tu parlais tantôt au niveau de la décision, là.
Ouais. Parce que quand elle regarde sa famille, elle, ce qu'elle voit, c'est j'ai un enfant qui m'écoute zéro, qui, à la limite, quand j'essaie de l'encadrer, c'est pire. Il va avoir même des comportements, justement, qui me rappellent Ça peut donner l'agresseur. l'impression, oui, parce que mettons là, que j'ai un enfant de 6 ans, puis il faut qu'il aille à l'école aujourd'hui, puis il pleut. Fait que j'ai décidé qu'il mettrait ses bottes. Hein? Une bonne décision. J'ai décidé qu'il mettrait ses bottes de pluie, puis son imperméable. Mais l'enfant, si c'est ce que la mère veut, là, la victime, bien, probablement qu'il va juste catégoriquement refuser. Même s'il voudrait peut-être les mettre, ses bottes. Mais là, c'est elle, c'est ça qu'elle veut, elle, c'est dangereux. Ça devient comme dangereux. Il va tout faire pour ne pas les mettre. Il va s'ostiner, il va refuser, il va se sauver. À un moment donné, l'autobus s'en vient, là. Fait qu'elle va peut-être le pogner physiquement, essayer d'y mettre ses bottes pour qu'il parte à l'école. Ben, un enfant comme ça, ben, pour refuser l'autorité, à un moment donné, tout ce qui lui reste, c'est de la taper, de la frapper, de la pousser, de la mordre. Donc, c'est sûr que pour elle, ce que ça lui donne comme impression, c'est je suis vraiment pas une bonne mère. En plus, le partenaire, lui, il a intérêt à renforcer ça. Hein? Lui, pour lui, si elle ne se sent pas une bonne mère, lui, il gagne. Regarde comment tu l'élèves, regarde comment ça se passe, regarde comment tu n'as pas d'autorité sur lui. Je te l'avais dit que tu n'avais pas de bon sens. Tu sais? Mhm. Puis là, ça crée quelque chose aussi pour l'enfant, parce que l'enfant, il se sent mal, là, d'agir comme ça avant sa mère, là. Il se sent coupable après, parce que c'est pas un enfant Oui, violent, c'est un enfant non. traumatisé. Et puis cet enfant-là, il est dans un conflit de loyauté énorme. C'est comme, je peux pas, si je vais vers ça, ça me ferait du bien, mais je peux pas y aller. Puis si je vais vers ça, mais j'aime pas plus ça parce que ça me fait peur. Fait que je suis comme, Exact. je suis On pris, le fait que je voit m'adapte, ça devient des caméléons et tout à fait. de la manipulation, mais c'est pas de la vraie S'adapte. manipulation. On n'est pas du tout dans ça. C'est qu'on s'adapte. Mais dans la cour d'école puis ailleurs, ça fait des dynamiques très particulières au niveau des habiletés sociales aussi, là, parce que dans leur milieu familial, c'est une façon de survivre. Mais à l'extérieur, où est-ce que le danger n'est pas réel, n'est pas là, ben là, ça donne des comportements qui sont très particuliers, Puis même pas nécessairement, des fois, c'est juste avec la pas tout le victime temps. que ce Pas tout le temps. comportement-là. Tu sais, parce que les enfants exposés, c'est des enfants essentiellement qui sont traumatisés. Hein. C'est vraiment, il faut les voir comme ça. Au début, on les voyait un peu comme des futurs conjoints violents. Ça, c'est la pire chose. Parce que on porte, si on porte un regard sur un enfant de 6 ans comme étant un futur conjoint violent, on est peut-être en train d'en créer un. Parce que hein, l'effet des attentes, là, c'est fort. Là. Ouais. C'est un enfant qui est traumatisé, qui réagit par un sauf qui peut à un rapport de pouvoir où il y a un danger réel Mm, pour sa mhm. mère et pour lui. Parce que souvent, il n'est même pas obligé d'avoir de la violence directe envers l'enfant pour que ça fasse ça. Mais en plus, souvent, il y en a. Dans la plupart des situations où il y a de la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, conjugale, il va aussi y avoir de la violence envers les enfants, physique ou psychologique, ou même sexuelle. En presque 80% et plus des situations où il y a de l'inceste d'un père envers son enfant, il y a aussi de la violence conjugale. Il faut, sinon ça ne marche pas. Sinon, on va le voir. Mais là, avec la violence conjugale, il s'organise pour séparer, faire en sorte qu'elle voit juste ce qu'il veut qu'elle voit. Donc, c'est la violence conjugale, là, ça sert à plein de choses, mais c'est quelqu'un qui règne dans sa maison. De façon générale, mon père, là, non, jamais. Exercer de la violence envers l'autre parent, en soi, c'est de la violence psychologique envers ton enfant. Exactement. En C'est pour soi. ça que la phrase, on va la dire, là. Ouais, mais c'est pas parce qu'il a été violent avec toi qu'il va l'être avec les enfants. Il l'est. Dans, Là, 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 on peut-tu il se l'est. dire une bonne fois pour toutes que cette phrase-là n'a pas de bon sens? D'emblée, il l'est. Et c'est vraiment souvent là, une problématique qui est majeure pour les victimes parce que quand tu es dedans, là, tu ne vois pas ça, là, les rapports de Mais pouvoir. non. Qu'est-ce que tu vois? Puis souvent, il n'y a pas besoin d'être là, l'autre, le parent violent, quand elle essaie de l'encadrer, son enfant, que ça ne marche pas. Puis souvent, en plus, le parent violent va encourager l'enfant là-dedans. Il va peut-être même endoctriner l'enfant en disant, écoute, la poigne niaiseuse, tu sais, je me souviens d'une situation qui m'avait été rapportée que dans la maison, là, le monsieur, il mettait il faisait des montages. Tu sais, quand on a commencé à avoir des trucs pour faire des montages en ligne, là, il mettait la photo du visage de la mère sur toutes sortes d'animaux, sur une poule, tu sais, puis il mettait ça dans la maison pour trouver ça bien drôle avec les enfants. Les enfants n'ont pas le choix de trouver ça drôle. On est dans un rapport d'autorité néfaste, là, fait qu'ils n'ont pas le choix de trouver ça drôle. La mère est blessée au plus profond de son tréfonds, évidemment. Puis,
le parent violent, il a intérêt à ce que les enfants disent à l'autre, je t'aime pas, t'es niaiseuse, ou tu sais, fait que Mhm. ça devient ses alliés un petit peu. Il y en a qui vont se faire endoctriner. Il y en a qui, au contraire, ils vont être égales ou au-dessus de la mère, mais ils vont se positionner pour la protéger. Et c'est là que je voulais qu'on aille. Parce Et qu'effectivement, des fois, il va y avoir ceux-là, un renversement, là, dans le fond, là, aussi, là. ben, il est déjà là, le renversement, parce qu'il est déjà rendu égal ou au-dessus à Oui, cause de oui, la violence absolument, mais dans le conjugale. sens qu'il va vouloir comme confronter des fois l'agresseur, justement, quand ils viennent plus Il y en vieux, a, d'ailleurs, oui, là. tout à fait. Il y en a qui vont s'interposer même physiquement Ouais. dans les chicanes, puis devenir possiblement la cible de la violence. Fait que la victime, elle ne veut pas Mm. ça, mais elle n'a aucun pouvoir sur cet enfant-là qui fait ça. Donc, c'est vraiment très complexe. Puis, quand justement la mère commence à considérer une rupture, là, il faut imaginer, là, on a juste la complication liée aux enfants. Il faut imaginer qu'elle est en stress post-traumatique. Ça a beaucoup d'impact, le stress post-traumatique. Elle est probablement épuisée. Elle peut être blessée physiquement avec des douleurs chroniques s'il y a eu de la violence physique, par exemple. Probablement aussi qu'elle est affectée dans sa santé physique. On sait que le stress, c'est mauvais pour la santé. Vivre dans un contexte de violence conjugale, c'est un stress sur une très Chronique. longue période et constant Exact. et grand. Donc, le stress lui-même, les hormones liées au stress, ça s'attaque à ton système immunitaire. Tout problème de santé chronique que tu peux avoir, mettons, tu étais diabétique avant, mais là, ton diabète est difficile à contrôler. Mhm. Mais donc, tout problème de santé va être décuplé et tout problème de santé lié au stress peut apparaître. On a toute une place où on est un petit peu moins solide. Là. Il y en a, c'est le système respiratoire, il y en a qui font des Absolument. céphalées, il y en Mhm. a qui c'est le Mhm. système digestif. Donc, tout ça va se mettre, ça peut se Donc, de manifester. se mobiliser vers une sortie, ça demande énormément d'efforts et d'énergie, puis c'est pas Oui. toujours Puis le dans la. partenaire travaille activement pour Bien empêcher ça. sûr. Là. Il Mhm. travaille activement pour mettre des obstacles à ça. Puis un des obstacles qu'il va mettre, c'est regarde comment tu n'as pas le tour avec les enfants. Tu penses-tu Ouais. vraiment que tu vas t'organiser tout seul avec? Tu penses-tu vraiment que je vais t'y laisser? Fait que ça Mais là, devient. mettons qu'on arrive à sortir. OK? Mettons que la personne, finalement, va aller vers une ressource d'hébergement, par exemple. Et là, des fois, ce qui va se passer, c'est que l'enfant peut justement être vraiment fâché après, justement, la mère, par exemple, la victime, parce que ben, c'est à cause d'elle, hein, je le mets en guillemets si tu m'écoutes uniquement, mais que je me retrouve dans une chambre avec plein de monde que je connais pas, j'ai perdu mes repères, là, je vois pas mon père peut-être pendant un certain moment. Ça peut être difficile, mais étrangement, là, de façon générale, ça finit par aller assez bien. Euh, on voit dans les maisons d'hébergement, tu sais, les maisons d'hébergement, c'est conçu pour accueillir les familles. C'est confortable pour les enfants. Il y a une salle de jeu, il y a des amis tout le temps à la maison. Souvent, il y a des cours extraordinaires avec des modules, puis il y a des intervenants de jeunesse qui sont là pour jouer avec lui, puis travailler avec lui, ce qui est difficile à travers souvent le jeu, que l'enfant ne se rend pas compte qu'il est en intervention. Il joue, lui, avec quelqu'un qui lui donne plein d'attention. Sa mère va de mieux en mieux. Elle se repose, elle est mieux, elle a plus d'énergie, elle commence, tu sais, fait que ça devient plus agréable aussi, tu sais. Et il y a des gens autour, puis ça, tu sais, à chaque fois que j'en parle, j'en ai des frissons. Euh, euh, les enfants, ils ont entendu toute leur vie que leur mère est poche, elle est nounoune, elle est laide, si elle est ça, elle n'est pas capable. Puis là, tout d'un coup, il y a du monde qui vont lui refléter, en reflétant à la victime, mais at large, ta mère, elle est fun, elle est intelligente, elle est créative. C'est donc ben bon ce qu'elle a fait à manger. Tu sais, l'enfant, peut-être pour la première fois de sa vie, va recevoir une image de sa mère qui est positive. Et ça fait une énorme différence pour les enfants. Une fois, dans ma carrière, quand je travaillais en CLSC, à un moment donné, j'avais une mère qui est arrivée avec son enfant. Puis pour toutes sortes de raisons, là, la gardienne, ça n'avait pas marché. Puis elle est comme, OK, excuse, je l'ai amené, là, je sais pas trop quoi faire. Tu sais. Évidemment, ben, on l'a gardé, j'y avais mis des jouets. C'était un enfant d'à peu près 4 ans, 4-5 ans. J'avais mis des jouets, mais je savais très bien qu'on allait jaser des affaires bien, bien légères. Tu sais. Puis ce que je me suis dit, c'est que je vais essayer juste de valoriser la mère pour qu'il l'entende. Tu sais. Puis je savais que cette mère-là était peintre. Puis là, j'ai dit, ah, l'autre jour, tu m'as parlé que tu travaillais sur une peinture, as-tu des photos? Puis souvent, puis là, fait que là, elle se met à me montrer des choses, des peintures qu'elle avait fait, des montages, puis des choses. C'était vraiment beau. Fait que, on parlait de ça, puis je trouvais ça beau pour vrai. À un moment donné, je me suis rendu compte que l'enfant,
il jouait plus, là. Il Il a- quittait. puis un enfant de 4-5 ans, c'est pas subtil. Fait que, tu Non. sais, il me regardait, si ses oreilles avaient pu faire ça, il aurait fait Ah ça. oui, hein? Il était comme subjugué, Hein? puis il me fixait, tu sais, puis on le sentait, là, il buvait ça, lui, là. Il y a quelqu'un Mhm. qui trouve que ma mère, ce qu'elle fait, c'est beau, puis qu'elle est bonne, puis qu'elle est fun, Mhm. puis que je suis donc Mhm. chanceux de l'avoir comme mère. Puis en maison d'hébergement, ben, les victimes, ils ont l'occasion de vivre ça parce que les intervenants, ils connaissent ça, là. Ben oui. Ils savent ça, puis ils savent que ça va faire du bien et à la mère, et à l'enfant, et à la relation entre les deux. Puis Donc, ils sont toujours conscients de oui, il y a l'enfant, il y a l'entité mère, il y a l'entité enfant, mais on va travailler pour faire en sorte que la mère puisse reprendre sa position légitime sur l'enfant, de pouvoir l'encadrer, que l'enfant se sente en sécurité là-dedans parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui est là pour venir nuire à tout ça. Puis, ça peut se rétablir quand même assez bien. Et déjà, quand la victime le comprend, quand la mère elle fait « Ah, c'est à cause de ça », bien là, ça devient bien plus facile. Quand l'enfant ne veut pas mettre ses bottes, elle se rappelle, là, lui, OK, c'est un sauve-qui-peut qui fait, c'est pas un enfant pas fin. Déjà, ça change complètement comment elle va aborder et comment elle va elle-même se sentir dans la situation. Elle comprend son enfant. Ça reste difficile, là, mais elle comprend. Ça change mais tout. oui, parce que c'est ça, c'est de se réapprivoiser une dynamique, là. C'est C'est vraiment ça. Ça à change. partir de maintenant, tu peux me faire confiance, alors qu'avant, c'était pas ça, tu sais. Puis c'était pas parce que tu voulais pas qu'elle ait confiance, mais c'est parce que tu étais dans un contexte où est-ce que c'était ça. Tu C'est sais, ça. puis, Puis on recommande, une des choses qui est importante à dire, c'est qu'on recommande toujours de partir avec ses enfants. Puis des fois, les victimes vont hésiter à ça. Ils vont dire, ouais, mais oui, ça va être l'enfer. Je vais arriver là avec mes 3 enfants qui ne m'écoutent pas, puis ils vont me oui. juger. Ils ont peur de se sentir jugés dans leur capacité parentale. Parce que, Mhm, mhm. et puis des fois, c'est une place où on peut les attraper, ça. Souvent, les victimes de violence conjugale vont consulter à un moment donné au niveau de Pour les l'encadrement enfants, des enfants. exact, Puis c'est une place où on peut les attraper puis faire du dépistage. Puis, exactement. tous ceux qui peuvent écouter, qui travaillent auprès d'enfants, que ce soit dans des contextes scolaires, dans des éducatrices en centre de la petite enfance, des intervenantes qui travaillent dans des organismes familles ou dans des CLSC. Quand on a quelqu'un qui arrive et qui consulte au niveau des capacités parentales, surtout quand l'autre parent, tout va bien, Oui, puis il veut pas venir. là, on se pose des questions. Absolument. C'est là que nos antennes peuvent sortir, puis d'essayer d'explorer. Peut-tu y avoir un rapport de violence conjugale qui explique ça? Souvent, on Mhm. n'y pense pas. On se concentre sur les capacités parentales. Puis là, on va y enseigner plein de belles affaires, puis ça ne marchera pas. Non, c'est ça. Puis des fois, c'est comme un piège parce que là, quand ça ne marche pas, est-ce qu'on remet en question la technique? Ben non, c'est une technique éprouvée. L'intervenante, est-ce qu'elle se remet en question, elle? Ben non, d'habitude, ça marche. Qu'est-ce qui reste à remettre en question dans le bureau où il reste la victime? Ben, c'est ça. Puis là, ça devient des fois un autre, par exemple, un autre sujet avec la victime. Et là, des fois, ben, la victime, là, mettons le parent qui vient là. Puis là, ben, des fois, c'est là où est-ce que ça va être un. Ça peut amener un arrêt de service ou ça peut amener justement que si la personne, oui, le voit ou veut le voir ou est prêt à l'entendre, on va être capable de faire un petit pas tranquillement, pas vite, mais des fois, Si on c'est la remet en pas. question, elle, au lieu de la violence, ça ne change rien. C'est ça, là. Puis, quand il Non, y a c'est de la ça. violence, ça Exact. change complètement comment on va intervenir. Et c'est super Exact. important d'y penser quand on travaille dans ce Mhm. domaine. Absolument, absolument. Et ce que j'entends aussi, c'est que c'est correct oui, il faut partir avec les enfants le plus possible au départ parce qu'on veut mettre tout le Pour monde en. légal aussi, pour légalement aussi, là. On part avec Ouais, les enfants parce que peut-être dans 3 mois, quand je vais aller mieux, là, puis que je vais faire OK, c'est vrai, ils sont en danger eux aussi, puis là, je veux les récupérer, ça devient difficile, là. Ça devient absolument. difficile de démontrer qu'ils sont en danger si je suis partie en les laissant là. Malheureusement, le système ne comprend pas encore ça. Donc, on recommande toujours de partir avec les enfants. À moins, tu sais, ça peut arriver des fois avec certains ados qui vont dire, moi, je refuse. Puis, tu sais, si tu Ouais, m'appelles, je vais dire à papa où est-ce que c'est. Oui, effectivement, des fois, il y a des situations comme ça où il y a des ouais, je choix comprends. différents qui sont faits. À ce moment-là, les intervenants vont aussi accompagner la mère à garder un lien avec l'enfant qui n'est pas venu pour Ouais. justement continuer à le protéger à distance, cet enfant-là. Tu sais, puis pour pouvoir garder de lien qui soit rétabli plus tard. Mhm. Et c'est là où est-ce que des fois, par exemple, ben là, on pourrait avoir des allégations d'aliénation parentale qui ne seraient pas ajustées dans ces moments-là, mais pas du tout. On ne doit Parce que, jamais parler d'aliénation parentale quand une victime de violence conjugale parle de violence.
tu sais, quand elle parle de ses craintes par rapport à qu'est-ce que son ex-partenaire ou son partenaire peut faire à ses enfants, quand elle raconte des situations où les enfants ont été témoins de choses, puis qu'elle trouve ça terrible, puis qu'elle trouve ça donc bien horrible de penser que cette personne-là qui a fait ça pour avoir la garde partagée, là, et elle craint. Parce que souvent, les victimes vont rester dans la relation, entre autres aussi, parce qu'elles le savent que la garde partagée est une Mhm. possibilité, une grosse possibilité. Ben C'est oui. c'est souvent ça qui est ordonné dans les situations qui sont en litige devant un juge, même quand il y a de la violence conjugale, malheureusement. Et donc, il y a des victimes qui vont dire, moi, je préfère rester là, puis être capable d'être un parapluie pour mes enfants, mais que si y a une garde partagée, d'abord, souvent, on sait que la violence conjugale, ça ne va pas nécessairement cesser au moment d'une rupture, ça peut se poursuivre. Augmenter. Les victimes, elles le sentent, ça, elles le savent. Le danger pour les enfants peut même augmenter. Malheureusement, on a vu dans les médias récemment des situations justement où c'est les enfants qui ont été assassinés et c'était après une rupture, là, dans un contexte où justement le père avait des accès aux enfants. Fait que les victimes ont peur de ça et elles ont raison. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas Mhm. avoir d'aide. Parce que déjà, si elle a une intervenante qui est là puis qui l'aide à voir tout ça, puis qui l'aide à tenir bon, puis qui la renforce et tout, elle peut quand même être mieux dans la situation. C'est ça. Et ça se peut qu'elle dise, je vais attendre un an, je vais attendre le temps Mhm. que tel enfant soit Ça. plus cité pour telle chose, puis c'est correct, puis les intervenantes vont toujours accompagner les choix des femmes. Absolument, parce qu'en même temps, c'est ça l'affaire, c'est que tu sais, des fois, c'est un petit peu trop facile de dire que, mettons que la maman ne serait pas protégeante parce qu'elle reste là. C'est parce qu'elle sait, tu sais, dans ce contexte-là, c'est qu'on le sait dans le fond. Sauf que si je m'en vais, les risques aussi, des fois, ils sont beaucoup plus grands sur d'autres facteurs. Si pendant que je suis là, ben, je peux intervenir, je peux faire quelque chose, tandis que si je ne suis plus là, ben là, qu'est-ce qui va arriver? Puis avant que ce soit cru, vu, entendu, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, des fois, on en a vu aux médias justement que finalement, ben, c'est ça, il aurait fallu que ce soit fait autrement. Par contre, on peut comprendre que pour un intervenant ou que pour certaines personnes, tu sais, je veux dire, quand une personne arrive, puis tu sais, on va en parler justement la semaine prochaine, mais que quand tu as deux personnes, deux parents qui arrivent devant toi, c'est pas écrit dans ta face là, que tu es un agresseur puis que tu es une victime. Fait que le dépistage, l'évaluation doit être fait de façon rigoureuse, systématique, pour qu'on puisse justement arriver à mieux comprendre. Il y a des situations, tu sais, si on n'a pas de violence physique, on a de la violence psychologique, on a de la violence verbale, c'est très pernicieux. Tu ne vas pas voir ça en quelques rencontres. Tu vas voir, tu Puis sais, ça va prendre un bout, là, tu sais. la victime elle-même peut ne pas avoir mis ces mots-là sur sa situation. Absolument. Fait que, fait que tu essaies de comprendre quelque chose que la personne elle-même ne comprend pas. Des fois, elle les a mis les mots sur sa situation. Là, il faut la croire. Ça, là, on ne peut pas le dire assez. Quand quelqu'un met les mots violence sur sa situation, probablement que c'est bien pire que ce qu'elle vous dit. T'sais. Bien, ouais. Probablement que ce qu'elle vous Dans dit, là, l'iceberg. Oui, tout à fait. elle Mhm. essaie Mhm. d'être juste, elle essaie Mhm. de, pas Mhm. exagérer. Souvent, Mhm. c'est bien pire que ce que la personne Mhm. elle-même va dire de sa situation. Puis il faut toujours prendre ça en compte et jamais avoir l'hypothèse, ah, es-tu en train d'essayer de descendre l'autre pour gagner quelque chose? Faut pas aller là parce que là, on peut facilement avoir cette impression-là, d'autant plus que l'agresseur, lui, c'est ça qu'il dit. C'est pas vrai. Mhm. Elle veut juste me descendre, Mhm. puis en fond, c'est moi qui est la victime. Fait que Mais c'est si on prend, par exemple, des situations de conflit de séparation, où est-ce que ça, des fois, l'affaire, c'est que là, on va avoir comme, tu sais, des fois, on va se bombarder mutuellement d'allégations, de ci, de ça. Dans d'autres situations, on va être justement oui, on va être dans de la violence. Fait qu'il y a comme, d'où l'importance de l'évaluation vraiment, parce vraiment que parce que non ça plus, va. la solution ne veut pas dire que si, mettons qu'il y a eu des gestes de violence, un, ça ne veut pas dire qu'on est dans du terrorisme intime. Deux, ça ne veut pas dire que non plus que la solution, c'est de ne plus avoir de contact avec personne. Là. C'est pas ça que ça veut dire non plus Non, nécessairement. Là. mais il Il faut faut y voir. protéger tout le monde, puis après, on va évaluer qu'est-ce qui va se passer, Puis il faut qu'est-ce voir qu'on comment va ça faire. se passe au quotidien par la suite aussi, tu sais. Parce que la Exactement. violence conjugale, quand c'est ça, ben ça s'arrête généralement pas, mais ça va se transformer. Puis il faut jamais oublier que les auteurs de violence sont des excellents manipulateurs, puis que C'est ça. comme intervenant, on devient une cible de cette manipulation-là. Absolument. Fait que Mais ça d'où nous donne. l'intensité de service. Ça prend de l'intensité de service. Donc, il Ouais. faut que je les vois souvent. Si je les vois une fois par mois,
ça ne donnera pas grand-chose, là. Tu sais, c'est là où est-ce que c'est... Je m'étais promis de ne pas m'enflammer. Faut que je reste calme. Mais, OK. Avant qu'on termine ce segment-là, justement, le post-séparation. Quand, au niveau de la parentalité, puis j'aimerais ça qu'on clôt peut-être là-dessus pour en fait se revoir la semaine prochaine. Mais une fois on est dans le post-séparation, évaluer en fait comment on va remettre en contact les enfants avec le père. En enfant, ça reste son père, effectivement, ou ça reste sa mère et tout ça. Mais ça va demander une évaluation, ça va demander une intervention, ça va demander du Un temps. accompagnement. Un accompagnement. D'accord. Ouais. Et de Mhm. jamais perdre de vue que des fois, il peut y avoir aucun comportement violent pendant 8 mois, là. Ça ne veut pas dire que c'est fini, c'est réglé. La Ah violence ben non. conjugale, ça se règle pas comme ça. Puis ça se peut très bien que quelqu'un, tant qu'il est surveillé, va être parfait. Et à la limite, on se dit, ça se peut pas qu'il soit parfait de même avec ce qu'elle me dit. Mais oui, parce que la violence conjugale n'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de contrôle. Il choisit quand il exerce de la violence. Donc, comme il le choisit, il peut très bien choisir de ne pas le faire aussi. Et donc, il faut toujours garder un œil là-dessus. Et quand une victime nous rapporte des choses, il faut toujours le prendre au sérieux. On ne pourra jamais le dire assez. Je pense qu'on a besoin dans notre société, surtout dans tous les systèmes qui sont là pour protéger les enfants ou s'assurer du bien-être des familles, de tenir compte de cette réalité-là parce que ça affecte un très grand nombre de personnes et ça peut durer très longtemps. Puis tant et aussi longtemps que le système va comme l'accompagner, ça peut durer extrêmement longtemps. Des fois, il y a des conjoints violents qui vont réussir à utiliser le système pour gagner complètement du pouvoir sur la victime, même prendre les enfants, s'organiser pour convaincre le système que lui, il est donc fin, puis elle, regardez comment elle n'a pas d'allure, elle est toujours énervée. Je comprends qu'elle est énervée, elle est paniquée par ce qui se passe. Oui, quand elle nous parle, elle peut nous parler raide. Elle est dans la panique, elle, là. Puis elle sait qu'est-ce qui se passe, elle le connaît. Mais qu'est-ce que tu proposes à ce moment-là de ton côté quand justement, tu sais, parce que des fois, j'aime bien comment les enfants, c'est tellement beau comment des fois, ils vont nous parler aussi. Tu sais, des fois, je me rappelle, tu sais, une petite fille manée, tu sais, qui me disait, mais moi, je l'aime, papa, c'est quand il tape maman que j'aime pas ça. Ben, tu sais, il faut toujours valider auprès des enfants l'amour pour leurs parents, peu importe ce que les parents ont pu faire, pour valider ce qu'ils sentent. On ne va pas leur dire tu l'aimes alors que l'enfant dit non, je ne l'aime pas. Un enfant a le droit de dire je ne l'aime pas. Il a le droit d'être fâché. Puis, tu Mhm. sais, quand un parent est violent, soit envers lui-même ou envers sa mère ou envers ses frères et sœurs, oui, ça se peut qu'un enfant refuse de voir un parent. Ça se peut tout à fait. Comme Ça moi, s'appelle de l'éloignement réaliste. ça s'appelle c'est ça, de l'autoprotection. Puis, ça, tu sais, l'amour, qu'il soit maternel, paternel ou autre, c'est pas quelque chose d'inébranlable. Ça se tue de l'amour avec la violence. La violence, c'est extrêmement néfaste pour l'amour. Ça se peut qu'à un moment donné, l'enfant perde confiance. Mhm. Il va peut-être continuer de l'aimer, mais pas avoir confiance déjà. Mais à la longue, oui, ça se peut qu'un enfant n'aime plus ou ne souhaite pas voir. Puis malheureusement, souvent, quand un enfant ne veut pas voir un parent, bien, ce parent-là va se servir de ça pour dire, regardez comment l'autre parent l'a monté contre moi. Ouais. Ça, dans notre système, c'est comme Mhm. la magie, là. Ça, malheureusement, ça arrive, là, que Mais ils c'est vont là où est-ce que, dire, par exemple, il y a des histoires de réparation, là, dans le fond. Là, dans du terrorisme intime, c'est un autre gap quand même, mais parce que des épisodes où est-ce qu'il y a eu de la violence, ça reste de la violence quand même, dans le sens que si on fait de l'intervention, on accompagne la famille, que l'agresseur chemine, avance, puis qu'on est capable de refaire du sens sans nécessairement dire, au niveau de l'enfant, par rapport à l'enfant, parce que ce qui s'est passé avec la mère versus avec l'enfant, les besoins, il y a quand même des distinctions. Donc, tu sais, c'est là où ça devient extrêmement complexe, il justement, tu faut sais. que la violence post-séparation cesse. Mm. Tant qu'il exerce la violence post-séparation, souvent en passant par l'enfant, ben, on reste dans une dynamique de violence conjugale. Tu sais, tu parles de terrorisme intime. Il fut un temps où on pensait qu'il n'y avait qu'une petite partie des situations de violence conjugale qui étaient, en guillemets, graves, là. Mais plus le temps avance, plus on voit le contrôle coercitif qui peut être présent et qui peut être sembler tellement léger. Mais le contrôle est extrême, surtout, il y Ah a des non. règles Ah sur oui. comment fonctionner et tout. Ça n'aurait pas avant rentré dans le terrorisme intime, ces situations-là, mais ça aurait dû. Mhm. Et Ouais. c'est ça, si le contrôle coercitif continue après la rupture, souvent, parce que, tu sais, c'est comme une rupture, Mais c'est comme c'est là,
c'est ça qui est dur à Ça qui est démontrer. dur. C'est Exact. dur à démontrer, c'est dur à travailler, c'est dur parce que justement, c'est comme une toile d'araignée tranquillement, pas vite. Tu sais, c'est comme moi, je me souviens d'une situation même où est-ce que j'avais un papa qui on avait ça s'était cessé justement avec maman qui reprenait de plus en plus de pouvoir sur sa vie et qui était en mesure de s'affirmer plus et tout ça et tout ça. Puis, ils n'étaient pas ensemble, là, bien entendu. Tu sais, je travaillais toujours en caucus alterné. Mais par exemple, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu de plus en plus de comportement envers l'enfant, envers une, en fait, des enfants. Et la jeune est arrivée à nommer, tu sais, comme des choses. Tu sais, ben, je comprends pas parce que quand papa il me parle, on dirait que je suis toute mélangée puis je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus si c'est vrai ce que je pense ou pas. Ça, c'est de la, c'est de la violence psychologique, c'est même Ah ça oui, s'appelle, tu sais. On c'est était ça. capable de dire ça à papa. Papa est capable de faire un bout là-dessus en faisant comme, oh, OK, puis, tu sais, il est allé travailler, mais ça reste que c'est c'est tellement complexe, tu sais. Puis Puis à ce on jour, a ce dossier-là, je me questionne encore, tu sais. Je me dis comme, mais cette comment jeune ça va fille-là a évoluer. appris à s'affirmer, a appris à composer. Tu sais, il y a ça aussi. Moi, Il y en a tout ça cas, aussi. je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais dépendamment du niveau, bien entendu, puis d'où l'intervention, l'intensité, tout ça, mais que d'apprendre à composer pour être en mesure de faire face et être en mesure de s'en protéger. Parce que si je suis constamment à l'écart et caché, je vais en rencontrer d'autres. Comment je peux. C'est là où est-ce que des fois, je trouve qu'on tombe on tombe dans la double victimisation, des fois, avec les victimes, en disant comme que non, 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 il faut vraiment plus que tu y parles, il ne faut plus qu'il se passe rien, il ne faut plus qu'on les mette en compte. Ouais, mais attends un petit peu. T'en penses quoi? Puis si elle est en mesure de pouvoir, comme non, je suis rendue là maintenant, puis j'ai envie de pouvoir nommer ça, puis de faire, c'est mes enfants, puis je suis capable de pouvoir prendre cette décision-là, puis je pense qu'elle est bonne, puis j'ai plus peur. Bien, on avance. Les En tout cas, enfants ont besoin d'aller vérifier des choses aussi. j'aime ça, moi, dire, ils ont besoin de vivre l'expérience de leurs parents. Puis de se faire leur propre idée, puis on peut les accompagner là-dedans, Bien sûr, justement. exact. Puis, mais on a, tu sais, on a un énorme bout de chemin à faire socialement, là, avant. Parce que là, c'est dur parce qu'on commence, on a de la misère à l'identifier encore, le contrôle coercitif, c'est quoi Ouais. socialement, puis à reconnaître que ça en est de la violence. Ça, fait que, tu sais, c'est pas étonnant qu'une personne qui en utilise de la violence, ils ne remettent pas en question, parce que socialement, on l'a pas. Ça se peut qu'ils remettent plus facilement en question la violence physique, parce que socialement, Ben oui, on est ben oui, mieux positionné là-dessus. c'est ça. Mais là, parce que, entre autres, parce que c'est criminel, tu sais. Mais là, il y a des, puis on l'espère beaucoup, nous, à SOS, qu'un jour, il y a des démarches qui sont faites en ce moment pour criminaliser le contrôle coercitif. Et ça, Mhm. ça va nous aider. Ça va nous aider parce que ça va donner un cadre normatif, là. Puis ça va nous permettre de, un peu comme l'alcool au volant, de faire des campagnes de sensibilisation. Au-delà de dire c'est pas correct, on va pouvoir dire c'est criminel, c'est plus fort. Comme, Mhm. puis ça Mhm. va donner des pistes puis des prises aussi plus importantes au niveau juridique, puis au niveau de la Cour supérieure, au niveau de la séparation aussi. Là. Exact. Ben, avec la réforme sur la loi du divorce, on a quand même un pas par en avant de fait, là. Dans le fond, tu sais, au niveau, justement, on nomme et c'est écrit dans le code maintenant, tu sais, contrôle coercitif, là, tu sais, fait que pas on par pas, avance, là, mais pas par c'est pas, ça. mais c'est très complexe et pour les victimes et pour les enfants. Mhm. Ça se poursuit. Ça se poursuit pas tout le temps. Tu Non, sais, non, en ça effet. peut se calmer, puis ça peut bien se passer après la Mhm. rupture, même quand il y a eu le Mhm. conjugal avant. Euh, tu sais, des fois, ça prend un certain temps, mais ce qui est important, c'est de voir, de toujours garder un œil sur la boussole interne de la victime, là, parce que si elle dit, il y a quelque chose, je suis pas bien, il faut l'écouter, ça. Puis il faut rester là. Il ne faut pas lui dire, ouais, mais là, il n'y a rien eu depuis 2 ans. Non, c'est pas bien. Il y a quelque chose. Puis si on l'invalide, ben, c'est là qu'on peut tomber dans le risque. Il faut Mhm. voir ces choses-là. Puis aussi, tu sais, comme on a eu des douloureux rappels avec les deux petits garçons qui ont été assassinés la semaine dernière. Ben, au Quand moment où on enregistre, ben, au moment où on enregistre, on est en septembre, dans le fond. Fait que quand, effectivement, il y a quelques semaines, on a eu les petits garçons qui ont ils ont été été assassinés assassinés. par leur père, puis au départ, tout ce qu'on entendait parler, c'était la détresse du père, la détresse du père. Quand on a quelque chose comme... Tu sais, la personne a tué ses enfants, elle venait de mettre des micros chez son ex-partenaire, puis tout ce qu'on parle, c'est la détresse du père, là. Je pense qu'on a besoin socialement de réfléchir à nos flûtes, là, parce que c'est le seul crime hein, où est-ce qu'on fait ça. Quelqu'un qui va violer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va voler quelqu'un d'autre, on ne se Ils questionne pas sur souffrent le aussi. problème de souffrance de l'auteur de la violence. Là, C'est vrai qu'on en parle moins, mais en effectivement. violence conjugale, là, on est encore pris dans un terreau de sexisme qui nous
pousse à essayer de comprendre l'agresseur. Puis, tu sais, c'est très important de remettre la responsabilité de la violence aux agresseurs. Puis, si ça veut dire que parce que tu as fait certains comportements, comme ça, dans cette famille-là, par exemple, post-séparation, tu as mis des caméras chez ton ex, ben oui, temporairement, je pense que la protection de la victime et de ses enfants, parce que ça vient ensemble, la victime et ses enfants, doit à ce moment-là primer sur les droits de l'agresseur de voir ses enfants, peut-être temporairement. Puis peut-être que si on était plus solide pour faire ça, ben peut-être que ça aiderait justement à remettre réellement en question la violence par les auteurs de violence et par la société en général. Je pense que c'est vraiment Et d'où important. le dépistage et d'où l'évaluation, puis tout comment ça va se passer dans ce contexte-là. En plus, il y avait justement, on n'a pas tout le contexte, on n'avait pas tout le cas, mais tu sais, il avait été arrêté il n'y a pas longtemps avec, tu sais, comme le suivi qui a été fait, qu'est-ce qu'on a mis en branle, qu'est-ce que c'est. Moi, il manque des données, je ne peux pas aller plus loin par rapport à ça, mais tu sais, ça reste que. Effectivement, on a du travail à faire. Claudine, je te remercie pour ce segment-là. Et Merci. on se retrouve en fait la semaine prochaine pour la suite dans le post-séparation. Merci à toi. Merci. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu y as trouvé de la valeur. Si tu as envie d'aller plus loin par rapport à ça, sache qu'en fait, j'ai des formations en ligne maintenant qui sont disponibles sur mon site web. Tu pourras les retrouver dans le descriptif de l'épisode. Mais au niveau justement de la coparentalité, au niveau de la réussite, en fait, de sa séparation conjugale, je dirais plutôt dire, en fait, d'apprendre à composer et à redéfinir justement notre famille. Les enjeux qui entourent la recomposition familiale et, en fait, tous les aspects, en fait, je dirais, techniques et financiers associés au sein d'une séparation conjugale. C'est important d'être informé. Fait que s'il y a un de ces sujets-là qui t'interpelle, dont celui, par exemple, d'aujourd'hui, bien, tu peux aller voir et aller plus loin. Je te souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine. À bientôt!